Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission exceptionnelle produite par Parev Gestion. Alors dans un contexte où le marché des SCPI a complètement changé de visage, Parev Gestion se distingue non seulement par la résilience impressionnante des fonds gérés, mais aussi par sa capacité à maintenir, voire augmenter la performance de ceux-ci. Je suis Karine Lima, journaliste animatrice de l'Immédiat, le média spécialisé dans l'immobilier d'investissement. Et aujourd'hui, grâce à nos intervenants, nous vous proposons de faire le point sur l'année 2024, d'analyser les décisions stratégiques majeures qui ont marqué la gestion des fonds et de nous projeter vers 2025 pour mieux comprendre les perspectives et opportunités qu'offre Parev Gestion. Alors au cours de cette émission spéciale, nous vous parlerons de la vision du marché avec Anne Schwartz, directrice générale de Parev Gestion. Nous reviendrons aussi sur 2024 pour comprendre quels ont été les défis majeurs à relever pour l'équipe de gestion avec Olivier Eglem, directeur de la gestion, Adeline Derel, directrice du Property Management et Édouard Lambert, directeur de l'Asset Management de Parev Gestion. Nous ferons également un zoom sur la performance fonds par fonds avec Baitab Darwish et Olivier et Mathieu. Enfin, nous prendrons le temps de répondre à vos questions, les questions que vous nous avez soumises en amont de cette émission. Et tout de suite, je vous propose d'accueillir Anne Schwartz, directrice générale de Parev Gestion. Bonjour Anne, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Karine, merci de nous accueillir. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe Parev ? Oui, avec plaisir. Donc, le groupe Parev est un acteur européen de référence dans la gestion d'actifs et dans la gestion de fonds immobiliers. Nous gérons plus de 3 milliards d'euros d'actifs répartis donc en Europe, en France, mais également en Allemagne, en Italie, en Pays-Bas et en Pologne. Et avec notre équipe d'experts, nous proposons une large gamme de solutions, de services immobiliers, de l'investissement jusqu'à la gestion d'actifs sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques faits marquants pour le groupe en 2024 ? Alors 2024, pour le groupe Parev, a été marqué par de belles réalisations qui reflètent notre expertise et je n'en citerai que quelques-unes. Nous avons livré cette année la restructuration complète d'un actif de bureau parisien dans le cadre de notre stratégie Brown to Green, c'est-à-dire donc le traitement de surface obsolète pour livrer des locaux adaptés aux besoins de nos utilisateurs, durables et performants. Nous avons réalisé également de belles transactions locatives donc sur les marchés de bureaux qui ont été fortement impactés par la crise que nous traversons. 2024 a également été la création de notre filiale Solia Parev qui accueille et qui est dédiée à nos activités de property management que nous proposons maintenant également pour des clients tiers. Nous avons en Italie repris la gestion d'un fonds de droit italien dans le cadre de l'activité de notre succursale à Milan. Alors vous l'avez dit, vous êtes dans plusieurs pays. Il me semble aussi que vous avez accompagné l'investissement d'un fonds d'investissement singapourien. Tout à fait. Ça, c'est un fait remarquable pour 2024, pour Parev. Nous avons effectivement accompagné un investisseur majeur dans le secteur de la santé, un fonds d'investissement coté à Singapour et qui avait pour ambition de développer ses investissements en Europe. Et nous l'avons accompagné pour son premier investissement en France. Donc, l'acquisition d'un portefeuille de 110 millions d'euros, 11 sites EHPAD répartis sur l'ensemble du territoire et qui sont opérés par un acteur majeur de la santé. Et nous avons donc l'ambition avec lui de développer sa stratégie européenne. Et comment voyez-vous le marché des SCPI en général ? Alors le marché des SCPI pour moi est en profonde mutation, une mutation qui n'est pas toujours aisée de décrypter pour nos investisseurs. Nous avons vu en 2024 donc la naissance de nombreux véhicules SCPI et l'émergence de nombreux acteurs. Si l'on regarde ça d'un œil positif, il faut y voir le formidable développement d'une offre nouvelle pour des produits immobiliers pour l'épargne des investisseurs. Mais si l'on regarde avec un œil un petit peu plus critique, il me semble en fait qu'aujourd'hui la culture du taux de distribution toujours plus élevé que l'on voit sur ce marché avec des annonces de rendement sur une très large gamme jusqu'à 10% occulte quelque part le risque de l'investissement immobilier pour l'investisseur. On n'investit pas dans un produit immobilier, dans une SCPI sans qu'il y ait de frais. On n'investit pas dans l'immobilier sans prendre de risques, surtout lorsque l'on va chercher des rendements assez élevés.
Le deuxième point sur ce marché que je voudrais souligner, c'est aussi la résilience de ces produits SCPI. Alors certes, la collecte a diminué, elle a fortement diminué en 2023, en 2024, et elle s'est dirigée aussi vers ces nouveaux produits, vers ces nouvelles SCPI. Mais au-delà de ça, en fait, ce sont bien toutes les SCPI, les plus récentes et les plus anciennes, qui ont continué, malgré la crise immobilière, de servir un rendement régulier, donc de collecter les loyers et de les distribuer de façon régulière pour l'épargne de nos associés. Et c'est bien là aussi que je voudrais souligner, la SCPI est un produit d'épargne longue, c'est un investissement sur l'immobilier, donc un placement de long terme qui est donc censé délivrer des rendements réguliers sur le long terme pour l'épargne longue, et j'insiste, l'épargne longue des investisseurs. Alors Anne, vous avez parlé de vos associés dans les SCPI que vous gérez. Est-ce que justement vous aimeriez leur adresser un message aujourd'hui ? Oui, alors même deux messages en fait. Pour 2024, la priorité de Parev Gestion a été d'accompagner nos SCPI dans cette mutation de ce marché dont j'ai parlé, de l'accompagner, et nous avons proposé à nos associés des changements importants qui ont impacté notre gamme de SCPI. Ça va de la fusion de produits à l'élargissement de gamme de stratégies d'investissement pour nos SCPI, et nos investisseurs, nos associés ont été présents, et je les remercie. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont fait confiance dans le repositionnement de cette gamme. Et le deuxième message que je voudrais adresser aux associés, c'est bien la performance de nos fonds, puisque 2024 marque cette année encore la croissance donc de nos taux de distribution sur nos SCPI de rendement. Et donc voilà, ce message qui sera développé par les équipes dans la suite de la présentation. Absolument, vous avez raison. Et justement, avant de parler performance, parlons marché immobilier 2024. Alors, on l'a vu avec vous, Anne, ces derniers mois ont été vecteurs de crispation, mais aussi d'opportunités. On vous propose maintenant de plonger au cœur de Parev Gestion. Alors, pour en parler, nous allons accueillir tout de suite Olivier Eglem, directeur des fonds et des investissements chez Parev Gestion. Olivier, merci d'être avec nous. Bonjour Karine. Vous êtes, comme je le disais, directeur de la gestion. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision sur le marché immobilier de ces derniers mois, et en particulier, allez, pourquoi pas, sur tout 2024 ? Alors, une année 2024 toujours un petit peu compliquée, dans la lignée de ce qu'on avait vécu en 2023, et dans un environnement macroéconomique toujours un petit peu incertain et instable. Néanmoins, on voit quand même deux parties se dégager sur 2024, avec une première partie de l'année assez compliquée, et une deuxième partie avec une certaine reprise. Alors ça dépend évidemment des différents marchés, mais on atteint des volumes de transactions qui sont finalement ceux de 2023, mais avec un quatrième trimestre beaucoup plus dynamique que ce qu'on a connu au début d'année, en fonction des pays, comme je le disais, avec une reprise d'ailleurs un peu plus forte sur le marché allemand. On va en parler puisque c'est un marché important pour nous. Donc des signes quand même d'espoir de rebond pour l'année 2025. Alors justement, on entend partout que nous sommes à l'aube d'un nouveau cycle immobilier. J'aimerais que l'on revienne avec vous, Anne, sur ce point. Et est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu de quoi il s'agit ? Oui, alors le marché immobilier est un marché cyclique de par sa nature. On est sorti en début 2023, d'un cycle immobilier long où nous avons connu donc des taux d'intérêt très bas, un marché immobilier en croissance régulière, avec donc la hausse des taux forte et surtout très rapide que nous avons connue. Aujourd'hui, nous sommes à un instant de marché où nous commençons à reconstituer la prime de risque pour l'immobilier, et donc nous pensons effectivement que cela va ouvrir en fait des perspectives plus favorables pour ces marchés et pour 2025. Donc l'ouverture d'un nouveau cycle immobilier. Quelle sera sa durée ? C'est difficile de savoir puisqu'on reste très corrélé à la macroéconomie et également au contexte géopolitique qui nous entoure. Évidemment. Olivier, quelle classe d'actifs se démarque selon vous ? Et j'aimerais savoir aussi sur quoi on peut miser demain et quelles sont les grandes tendances finalement.
Alors, les grandes tendances, ça suit un peu aussi l'environnement macroéconomique et puis les évolutions aussi démographiques. Donc, sans surprise, Anne parlait de primes de risque qui se reconstituent. Donc, en fonction des classes d'actifs, on a l'activité et la logistique qui a fait finalement une bonne année 2024 en comparaison du bureau, et on voit les volumes échangés qui sont de plus en plus importants. Donc, ça restera une classe d'actifs très attractive pour l'année 2025. Le résidentiel reste toujours, même pendant ces périodes de crise, une classe d'actifs en fonction des sous-catégories du résidentiel quand même assez résiliente, en tout cas qui fait partie une partie importante des allocations des investisseurs avec, comme je disais, du résidentiel classique, mais on pourrait même l'englober dans un terme que beaucoup utilisent maintenant, du living, où on inclut aussi les transformations, le gérer. Et puis on a aussi des secteurs comme la santé. Le groupe Paref l'a démontré aussi en 2024. C'est des classes d'actifs qui nous semblent intéressantes, même si on en parlera quand on détaillera les différents fonds. Ce qui est important, c'est finalement l'analyse au niveau purement local, l'intégration de l'actif dans son environnement micro. Donc on ne s'interdit pas de regarder d'autres classes d'actifs, mais c'est vrai que la logistique, le résidentiel, le géré et puis la santé font partie des grandes tendances pour l'année 2025. Alors Olivier nous a parlé des grandes tendances. Anne, j'aimerais savoir comment Paref Gestion est armée justement pour affronter et accompagner ces grandes tendances. Alors, Paref Gestion, en fait, a maintenant plus de 30 ans d'existence. Donc, nous avons traversé, en fait, des cycles immobiliers. Nous sommes toujours adaptés sur ces grandes tendances. Et tout le travail que nous avons fait en 2024, justement, pour repositionner notre gamme de SCPI, va nous permettre, en fait, d'aller capter ces nouvelles tendances dans les investissements que nous pourrons faire pour ces véhicules. Merci beaucoup, Anne, d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps et pour votre disponibilité. Merci. Olivier, on se retrouve tout à l'heure. Merci à vous. Je vous propose maintenant de parler des produits. Alors, ces derniers mois, nous avons vu fleurir quantité de nouveaux fonds créés pour saisir de façon opportuniste, je dirais, ce momentum du marché. À cela s'ajoutent les fonds avec 0 frais d'entrée. Alors, comment y voir clair parmi ces offres ? Pour en discuter, je vous propose de retrouver Mathieu Navarre, le directeur du développement Paref Gestion. Bonjour Mathieu. Bonjour Karine. On a vu, vous le savez, éclore une quantité de fonds incroyable. J'aimerais savoir combien déjà et pourquoi une telle prolifération. Alors le mot prolifération s'adapte assez à ce qu'on est en train de vivre. Anne introduisait sur le fait qu'on voit effectivement émerger énormément de SCPI. Alors entre celles qui sont en train d'obtenir leurs agréments, les SCPI bancaires qui n'ont pas forcément pointé le bout de leur nez encore, on estime à une trentaine de SCPI nouvelles qui ont été lancées entre 2023 et 2024, dont 25-26 sur la seule année 2024. Si on doit donner de la couleur au propos et pour bien comprendre ce phénomène, fin 2022, au 31 décembre 2022, on comptait 214 SCPI sur le marché, dont un petit peu plus de 90 à capital variable de rendement. Donc SCPI de rendement à capital variable, ce sont bien celles qui sont en train d'être lancées. Donc ce qu'on est en train de se dire, c'est que finalement, nous avons, et le marché a vu éclore quasiment 30% de fonds en plus, mais sur un marché sur lequel la collecte se contracte. Sur les niveaux bas, on était à moins 70%, donc des contractions fortes de collecte sur le marché, et avec une polarisation qui est encore plus forte. Donc la réalité et le message qu'on peut faire passer à nos associés, c'est que c'est face à cette prolifération qu'on a décidé de donner la priorité à nos fonds existants, et c'est finalement ça qui a forgé notre conviction. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les spécificités de ces jeunes SCPI ? Il me semble qu'en introduction, vous évoquiez les SCPI sans frais. Alors, on n'aime pas trop l'appellation sans frais chez Paref Gestion parce que, et on parle évidemment de sans frais d'entrée, mais il y a des frais derrière. Et Yann le disait en introduction, l'immobilier sans frais, ça n'existe pas. Donc, par quel miracle sont arrivés sur le marché des SCPI dites sans frais, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a toujours des frais. Il y a des frais d'acquisition au profit de la société de gestion. Il y a des frais de gestion. Il y a des frais d'arbitrage. Il y a des frais sur les travaux. Donc, c'est simplement une modularité du modèle qui est un petit peu différente. Mais en tout état de cause, les SCPI sans frais d'ailleurs ne sont pas majoritaires dans celles qui sont lancées. La plupart restent sur des modèles classiques de rémunération de la société de gestion et des intermédiaires. Donc ça, c'est le premier élément. Elles ont toutes néanmoins ça en commun, de venir en complément d'une offre, ce qui est très positif, et en SCPI de nouveaux cycles. Je crois que c'est très important de bien se rappeler que si nous parlons de captation d'un nouveau cycle immobilier, une SCPI, c'est un outil de long terme, c'est un outil qui permet de positionner au sein d'une allocation d'actifs et de générer un revenu sur le temps long, 15, 20, 25 ans, et pourquoi pas davantage,
témoignages. Et donc, c'est un outil qui va capter différents cycles. Et donc, elles ne seront pas éternellement de nouveaux cycles immobiliers. Elles sont aujourd'hui en capacité à capter ce nouveau cycle et très rapidement, elles vont finalement mutualiser cela et rejoindre les CPI dites beaucoup plus classiques avec des rendements beaucoup plus en phase avec ce que l'immobilier peut offrir. Et donc, finalement, Anne l'évoquait en introduction, un élément très positif parce que ça nourrit le marché à un moment où on a aussi besoin de rassurer nos épargnants. Et on a tous les éléments pour les rassurer aujourd'hui, mais une grande attention portée quant au fait que la SCPI reste un outil de long terme et qu'il ne faut pas l'apercevoir comme un simple outil spéculatif de rendement où on va chercher, et on ne sait plus très bien par quel miracle, mais des rendements à 2 chiffres. Alors dites-moi pourquoi avoir fait le choix de ne pas lancer justement cette nouvelle SCPI Paref dans ce contexte? Pour toutes les raisons qu'on a évoquées jusqu'ici. D'abord parce que nous souhaitions donner la priorité à nos fonds existants. C'est le métier premier d'une société de gestion, c'est de gérer l'épargne qui nous a été confiée il y a 5, il y a 10 ans. Et puis notamment parce que nous avons des fondamentaux sur ces fonds, sur lesquels on reviendra avec Olivier, Maïtab, qui sont porteurs. Nous n'avons pas accusé de baisse de prix de part sur les SCPI de notre gamme. Les taux de distribution sont en hausse et je rapporte ça à la fois au prévisionnel cible qu'on repartagera et aux émissions qui précèdent, des années précédentes. Nos taux de distribution sont en hausse sur l'ensemble de nos SCPI. Et donc, quand on a des fondamentaux de ce type, quand on a finalement l'historique de Paref Gestion, ce qu'on a pensé, et c'est a été le témoignage que nous avons livré nos associés, c'est que la priorité devait être donnée à la performance de ceux qui nous ont confié leur épargne. Et puis, ça ne veut pas dire ne pas oublier demain, parce qu'il faut adapter, et ce sera tout le sujet, ces cycles et leur permettre de capter ce nouveau cycle, et c'est tout le travail que nous avons réalisé. Donc pas de lancement de nouvelles SCPI aujourd'hui, priorité aux fonds existants, et puis on évoquera toutes ces transformations, toutes ces adaptations majeures qui ont été apportées. On se retrouve tout à l'heure pour Avec discuter plaisir. encore un peu. Merci beaucoup pour Merci, ces informations. Je vous propose maintenant d'explorer un aspect qui est rarement évoqué. Il s'agit des moteurs de performance. Alors, ils reposent 1 sur les acquisitions et 2 sur la gestion des actifs en portefeuille, dit autrement l'asset management et le property management. Derrière ces mots, 2 métiers très concrets incarnés par Adeline Deray, directrice du property management, et Édouard Lambert, directeur de l'asset management. Nous allons en parler tout de suite avec eux. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Édouard, concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'asset management ? Oui, alors l'asset management, c'est l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies visant à optimiser la valeur des actifs immobiliers. Alors concrètement, on peut distinguer 3 principales missions qui nous animent au quotidien. La première, ça va être la stratégie locative. Nous veillons à ce que les actifs soient loués, bien loués dans les meilleures conditions avec des locataires solides pour dégager des revenus pérennes. La deuxième mission au quotidien, ça va être la gestion des travaux. Que l'on parle d'une rénovation légère ou d'une restructuration lourde, nous veillons à mettre en place des actions techniques pour maximiser la valorisation des actifs et sécuriser les revenus locatifs. Et enfin, le 3e volet de notre activité, c'est la mise en œuvre du plan d'arbitrage. Donc nous décidons d'une stratégie d'arbitrage lorsque les actifs arrivent à maturité ou lorsqu'ils ne s'inscrivent plus dans la stratégie des fonds. Nous décidons de leur cession en vue d'optimiser la valeur du portefeuille immobilier. C'est très clair. Alors, même question pour vous, mais bien sûr en ce qui concerne le property management, Adeline, je l'ai bien dit. Oui, c'est ça, exactement, le property management. Le property management, c'est la gestion globale d'un portefeuille immobilier. Le property management repose sur 5 grands piliers. Le premier, donc, c'est la gestion locative et administrative, la gestion technique, la satisfaction locataire, donc le relationnel locataire, l'engagement ESG que nous avons pour nos actifs, et enfin la gestion comptable et financière, où nous sécurisons les loyers et les charges de nos actifs. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés ? Est-ce que vous avez, pour illustrer un petit peu cette organisation et votre périmètre ? Oui, alors nous gérons aujourd'hui plus de 350 actifs, répartis sur environ 950 locataires et sur toute typologie d'actifs, donc du bureau, des locaux d'activité, du résidentiel, des villages vacances, de l'hôtellerie, des résidences seniors médicalisées et des commerces, évidemment. Et en ce qui vous concerne, Edouard ? Et à propos de l'organisation en elle-même, l'équipe immobilière, c'est un peu plus de 30 collaborateurs, 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes, qui couvrent 4 métiers principaux, l'asset management, le property management, la gestion technique
et la comptabilité immobilière. Alors nous avons un petit peu parlé de 2024. J'aimerais savoir comment ça s'est passé pour vous concrètement. Oui, alors comme l'a évoqué Olivier tout à l'heure, 2024 a été marqué par une reprise en fin d'année de l'activité. Cependant, on a noté un ralentissement assez fort sur toute l'année du marché immobilier, particulièrement l'immobilier d'entreprise. L'immobilier d'entreprise est resté en retrait par rapport aux années précédentes. Et en parallèle de ça, on a constaté une forte augmentation des taux de défaillance des entreprises qui ont atteint un niveau record, principalement les PME. Ce qui nous a forcément impacté dans notre gestion au quotidien. La gestion a dû être adaptée à ce marché et nous avons dû faire face de beaucoup de proactivité dans la gestion et beaucoup de proximité auprès de nos locataires pour sécuriser les revenus locatifs. Et en ce qui vous concerne, Adeline ? Alors, dans ce contexte, notre rôle de property manager a été de maintenir des bons niveaux de collecte de loyers, tout en restant à l'écoute des préoccupations de nos locataires qui pouvaient être en difficulté. Nous avons cherché également à optimiser les coûts dans nos immeubles en réduisant les charges qu'on pouvait avoir, mais toujours dans une optique d'un immeuble confortable pour nos locataires. Et nous avons aussi accompagné la transition du métier en intégrant dans notre gestion les enjeux ESG. Est-ce que, Édouard, vous pourriez nous donner quelques exemples des réalisations que vous avez menées en 2024 ? Bien sûr, sur Paref Exa, on peut citer 2 locations. La location à une société de transport d'un actif de logistique de plus de 2000 m² dans les Yvelines, ou bien dans les Hauts-de-Seine, le renouvellement d'un siège social d'une société d'ingénierie sur un peu plus de 1000 m². Sur un actif de bureau. En parallèle, sur la SCPI Nova Pierrin, on peut évoquer la cession d'un portefeuille un peu plus important de 5 commerces en région, des actifs non stratégiques dispersés vraiment sur toute la France, qui représentaient un peu plus de 4000 m², et aux antipodes, une prise à bail de seulement 22 m² à quelques pas de la place de l'Étoile à Paris, à un centre esthétique. Donc, ces exemples sont très hétérogènes, mais montrent un peu la capacité et l'engagement des équipes à mener à leur terme tout type de transaction, quelle que soit la typologie des actifs, le secteur géographique ou les superficies. Et Adeline, concernant la prise en compte des enjeux ESG dans votre gestion, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors l'intégration des enjeux ESG dans notre gestion est primordiale. On va chercher à améliorer la performance énergétique de nos bâtiments. Donc l'idée est de suivre les préconisations qu'on peut avoir dans les différents audits qu'on peut réaliser, donc les audits décrets tertiaires ou les audits CREM qui mesurent l'empreinte carbone des bâtiments, et de mettre en place une succession de travaux pour y arriver. Également en contribuant au bien-être des locataires. Donc on a pu, par exemple sur le fonds Paref Exa, qui est labellisé ISR, mettre des mesures de qualité de l'air dans les locaux de nos locataires. Et enfin, en créant un lien avec nos prestataires et nos partenaires, en leur demandant de signer la charte ESG du groupe Paref. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Je vous propose de continuer et maintenant de passer en revue les résultats fonds par fonds avec Mathieu, Olivier et Maïtab Darwish qui vient de nous rejoindre. Mais tout d'abord, les performances générales sont-elles en phase avec les performances cibles que vous communiquiez en début d'année ? Je vous propose un passage en revue de chaque fonds tout de suite. Merci Karine. On se retrouve avec Olivier qui nous a rejoint, Maïtab qu'on peut vous présenter, qui est directrice fonds et investissement chez Paref Gestion. Et donc c'est le moment que vous attendez certainement tous, que nous vous parlions de chacune des SCPI, qu'on vous présente les résultats, l'évolution des valeurs, les taux de distribution. Et donc la première question était de savoir si nos SCPI avaient délivré les taux de distribution cibles que nous avions proposés il y a maintenant un an lors de ce même exercice. Alors la réponse est positive pour chacune de nos SCPI. On peut les passer en revue brièvement parce qu'on va avoir le temps ensemble de les redétailler. Nova Pierre 1, taux de distribution 5% en 2024, prix de part stable. Paref Exa, c'est le nouveau nom d'Interpierre France. 6%, donc c'est un très très bon résultat pour Paref Exa. Vous verrez que c'est une SCPI qui a un important potentiel. Taux de distribution, donc 6%, et un prix de part également stable. Paref Prima, dont on se souvient, est finalement le fruit de la fusion, absorption entre Nova Pierre Allemagne et Nova Pierre Allemagne 2, dépasse les 5% de taux de distribution en 2024, brut. On réaffinera ça et j'insiste volontairement sur le brut parce qu'une des grandes particularités du fonds est d'avoir un différentiel brut
net extrêmement faible. Nous allons le redétailler. Prix de part stable. C'est assez notoire pour son exposition, notamment allemande, de le préciser. Pas de baisse de prix de part et une valorisation stable. C'est très positif pour Paref Prima. Paref Evo affiche un taux de distribution à 6% de la même manière en 2024. Stabilité du prix de part. Et enfin, nous évoquerons Novapien Résidentiel, dont le taux de distribution est plus atypique puisqu'il s'agit d'une SCPI de capitalisation et qu'ici le 1,20% correspond à de la plus-value versée à nos associés en février 2025 au titre de l'année 2024. On le détaillera. Ce qui est peut-être intéressant pour le propos que nous allons développer avec vous, c'est d'observer finalement la croissance des taux de distribution depuis 2020 maintenant. Et on le voit, il est important, c'est vrai, de remplir les prévisionnels cibles que l'on communique, et nous l'avons fait chaque année depuis 5 ans maintenant, mais ces taux de distribution ont été haussiers d'année en année. Aujourd'hui, on pense, et ce sera le propos qu'on partagera avec vous, que nous avons atteint ce qu'on attend d'une SCPI dans le long terme, ce qu'on attend d'une SCPI pérenne, finalement, d'un produit immobilier dans le temps long. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de stabiliser les taux de distribution que vous voyez à l'écran. Ici, je n'affiche que les SCPI de rendement, bien entendu. Enfin, on peut rester sur cet écran ensemble qui correspond à se dire, et on illustre ici finalement complètement le propos qu'avaient Édouard et Adeline tout à l'heure en plateau, le travail d'une société de gestion, on le disait, c'est le temps long. Anne a largement réinsisté dessus. Une SCPI, c'est du temps long. Mais le travail d'une société de gestion, c'est de faire en sorte que son locataire paye un loyer et que ce loyer augmente d'année en année parce qu'on pérennise un locataire dans son local, qu'on améliore la qualité de la relation avec lui et qu'on le pérennise dans le temps long. Et donc en euros, lorsqu'on regarde le dividende en euros, il augmente de la même manière. Donc le taux de distribution augmente, mais c'est parce que ce dividende en euros augmente d'année en année. Donc de la même manière, on affiche ici les SCPI de rendement de la gamme, hors Novapien Résidentiel. Novapien 1, le dividende a évolué entre 2024 et 2020 de 22%. Si je pondère les 4 dernières années, c'est plus 8,6% d'augmentation du dividende en euros, pour un prix de part qui a augmenté légèrement de 0,4%. On reviendra là-dessus puisqu'on re-rentrait dans le tunnel réglementaire en passant le prix de part de 440 à 442 euros. Paref Prima, c'est plus 10% d'évolution du dividende sur ces 5 dernières années. De la même manière, si nous nous en référons à la moyenne des 4 années qui nous précèdent, c'est plus 8,1%, avec une évolution du prix de part qui était de 260 euros en 2020 et qui est aujourd'hui à 272 euros. Stabilité toujours du prix de part côté Paref Exa. Évolution significative du dividende, on l'évoquait, taux de distribution atteint à 6%, 21% d'évolution du dividende entre 2024 et 2020, 15% si nous pondérons et si nous prenons la moyenne des 4 années qui nous précèdent, et stabilité du prix de part. Et enfin, Paref Evo, on la représentera plus jeune, voit néanmoins son dividende augmenter à mesure de sa croissance, 13% par rapport à 2021 cette fois, et 12% par rapport à la moyenne des 3 années qui nous précèdent, et une stabilité du dividende. Alors, on va passer en revue les SCPI. On va le faire dans l'ordre suivant. Nous allons d'abord parler de Paref Exa, puis de Paref Prima, Paref Evo, et enfin nous aborderons Novapierre 1 et Novapierre Résidentiel. Pourquoi cet ordre et pourquoi finalement également les changements stratégiques qui ont été évoqués en 2024 ? Comme vous avez pu le voir, certaines SCPI ont bénéficié d'un changement de dénomination qui correspond à une évolution stratégique, une évolution de la stratégie d'investissement. Toutes les SCPI n'ont pas été concernées, pour une raison finalement assez simple. D'abord, les fondamentaux n'étaient pas les mêmes, on le redétaillera, les expositions institutionnelles n'étaient pas les mêmes, et en l'occurrence, on le verra ensemble, Novapierre 1 et Novapierre Résidentiel étaient plutôt dans un moment de vie où on doit s'attacher à la gestion des fonds, parce que de fortes expositions institutionnelles, parce que des parts en attente liées à ces institutionnels, et ce que nous n'avons pas aujourd'hui sur Paref Prima, Paref Exa, Paref Evo, qui sont plutôt très largement préservés. Donc fort de ces indicateurs et de ces moments de vie, je dirais, des SCPI qui étaient différents, nous avons donné, je dirais, un caractère différent aux évolutions stratégiques que nous avons menées sur la gamme, même si toutes, encore une fois, les SCPI ont été concernées. Commençons par Paref Exa, ensemble, peut-être réimplanter
ensemble avant de commenter les résultats plus précisément. Parefexa, on le sait, c'est le nouveau nom d'Interpierre France. Interpierre France a été créé en 1991. Je crois qu'on peut dire assez officiellement que c'est quasiment la 3e vie que nous offrons à la SCPI. C'est aussi la démonstration qu'une SCPI, c'est surtout du temps long, mais à condition d'être capable de capter les cycles, à condition d'être capable de faire évoluer sa stratégie d'investissement. C'est pas la première fois que finalement cette stratégie évolue. Elle sera certainement amenée dans un très lointain à le reproduire. L'idée, c'est de capter les cycles et donc de faire évoluer la stratégie d'investissement. Pour rappel, Parefexa, c'est un SRI 2, c'est-à-dire que c'est un faible niveau de risque d'un point de vue du pur conseil patrimonial. Et donc, dans une allocation d'actifs, c'est une SCPI qu'on va redétailler, française, avec une grande particularité, donc on le disait, une ancienneté, parce que créée il y a plus de 30 ans, mais une capitalisation qui est encore modérée. Donc il y a une croissance modérée de sa capitalisation. Et ça, c'est un peu atypique, parce que dans la catégorie SCPI entre 200 et 500 millions d'euros, finalement, il y a peu de SCPI qui offrent ça, stabilité du revenu, une emprise assez historique, mais une capacité à voir croître encore sa capitalisation et donc continuer à capter finalement les cycles immobiliers. On l'évoquait, je l'évoquais, et avant de passer la parole à Maïtab et Olivier, une emprise institutionnelle donc, que nous surveillons de très près, 13,58%, mais qui est extrêmement préservée. On est encore loin que de finalement de Novapierre résidentiel, on verra, on est à plus de 30%. Donc ça, c'est un très bon indicateur. Emprise institutionnelle, j'ajoute que nous avons voulu maîtriser, et donc nous avons fait porter à tous nos fonds une évolution en 2024 qui a été votée, que vous avez votée en Assemblée Générale, et qui était de nous donner finalement la capacité d'accepter les souscriptions, donc ce qu'on appelle un agrément de la société de gestion. Et donc ce que ça veut dire, c'est que fort de ce qu'on a vu sur le marché en termes de liquidité, où bien souvent les problématiques, il faut se le dire, viennent des institutionnels, aujourd'hui tous nos fonds sont protégés, ont la capacité d'accepter ou non de nouveaux institutionnels. C'est assez innovant sur le marché, ça nous donne la main pour dire non dans un premier temps, refuser des flux qui nous seraient proposés, et puis pour négocier, protéger, négocier des gates, des blocages dans le temps pour nos associés. Donc ça, c'est un point qui est très important. Mais peut-être qu'on peut redétailler le portefeuille de Parefexa, on le rappelait, qui est 100% français, qui restera 100% français, et il me semble avec un portefeuille qu'on peut juger assez granulaire, 43 immeubles, 82 locataires si je ne dis pas de bêtises. Alors, en 2024, on a élargi la politique d'investissement de Parefexa, qui désormais peut se positionner sur toute typologie d'actifs en France. Donc, le fonds reste fidèle à son ADN, mais dispose de la possibilité de diversifier son portefeuille. Donc, comme tu l'as dit, Mathieu, c'est un fonds qui dispose de fondamentaux très solides, à la fois immobiliers et financiers. Il est composé de 43 lignes, donc c'est un fonds très granulaire. La majeure partie des revenus proviennent de locataires étatiques, ce qui assure la pérennité des revenus et de la performance dans le temps. C'est un fonds qui a un taux d'endettement maîtrisé, avec une maturité longue, donc 2029. Donc effectivement, tu l'évoquais, je crois que la grande particularité, on peut la retenir, c'est 30% des loyers qui proviennent de locataires étatiques. Et ça, c'est une vraie force du fonds. Et donc, vous l'aurez compris, élargissement de la stratégie d'investissement, on reste aujourd'hui avec un petit peu plus de 60% d'actifs de bureaux. Si je ne dis pas de bêtises, 3800 mètres carrés moyens, mais possibilité aujourd'hui d'aller capter d'autres typologies d'actifs au-delà des bureaux, de la logistique et des locaux d'activité. Peut-être qu'on peut préciser le type de bureau qu'on a au sein du portefeuille, puisque la particularité de ce fonds, tu as mentionné la capitalisation qui est somme toute assez maîtrisée. En fait, on a des bureaux, mais qui sont quand même en région, avec des petites lignes, comme le mentionnait Maïtab. Donc on le voit aussi sur les valorisations, et c'est ce qui explique la stabilité des valeurs. On n'est pas exposé sur des gros montants, sur des marchés franciliens qui ont somme toute été assez exposés ces 2 dernières années, donc ce qui explique la stabilité des valeurs. Et c'est ce qui a préservé complètement le portefeuille, parce qu'effectivement, quand on parle de performance, augmentation du dividende qui correspond à l'augmentation du taux de distribution, important travail finalement d'asset management et de property management. Effectivement, Mathieu a un taux de distribution de 6% qui est en progression nette depuis 2020 et une stabilisation de la valorisation du portefeuille, comme l'évoquait Olivier, qui est reflétée à travers la variation quasi nulle de la valeur de reconstitution entre 2023 et 2024.
Donc finalement, une belle performance, encore une fois, d'un point de vue des valeurs, peut-être Olivier. Est-ce qu'on tend à la stabilisation? Je pense que c'est la question que se posent nos associés. On voit la performance, point de vue des valeurs, qu'est-ce qu'on peut se dire? Alors, avant de répondre à la question, peut-être repréciser, je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette valeur de reconstitution. En tout cas, ce que nous impose la réglementation, c'est de suivre, on le voit sur le graphique, en fait, d'être dans ce tunnel de plus 10% ou moins 10% de la valeur de reconstitution. Et donc, un des éléments qui est fondamental, c'est évidemment la valeur immobilière du portefeuille. Et donc, sur la partie purement immobilière, on voit une stabilité sur le dernier semestre. On en parlait en introduction avec une année 2024 en deux parties. Et ben, ça se vérifie en fait dans les valorisations qu'on a obtenues des experts. Et donc, qui explique justement que la valeur de reconstitution soit finalement assez stable entre l'année 2023 et l'année 2024. Donc à nouveau un indicateur finalement positif, donc un écart entre prix de part et valeur de reconstitution qui reste positif, mais stabilité des valeurs, puisqu'on le voit effectivement un recul finalement assez mesuré de 0,4% entre des valeurs de portefeuille entre le 31-12-2023 et le 31-12-2024. Pour 2025, on l'évoquait, donc l'idée c'est de consolider la situation locative, de viser une stabilisation du rendement. Est-ce qu'on peut donner un peu de perspective de la même manière? Donc, tout à fait. Nos objectifs pour 2025, c'est la consolidation de la situation locative. C'est tout le travail d'asset management qu'Edouard a décrit. Ça va avoir un impact direct sur la valorisation du portefeuille et donc sur la valeur de reconstitution, et ce qui va permettre aussi d'assurer, de maintenir la performance à moyen long terme du fonds. Nous allons également poursuivre notre plan de rotation stratégique des actifs. Il faut rappeler qu'il s'agit de cessions d'actifs matures sur lesquels le travail d'asset management est fait et qui permettent de générer des plus-values qu'on distribuera à nos associés. D'ailleurs, on peut peut-être le dire, on a signé une promesse à la vente au Q4 2024 qui sera concrétisée dans les jours qui viennent et qu'on pourra officiellement vous annoncer. Quel est le plan d'ailleurs d'arbitrage? Est-ce qu'on peut le décrire à nos associés? Globalement, est-ce qu'il y a un plan d'arbitrage sur la SCPI? Comment vous le voyez? Comme le disait Maïtab, on n'a pas une obligation de vendre. En fait, on sélectionne les actifs qui nous paraissent les plus matures, sur lesquels le travail a été fait et sur lesquels aussi on a les plus-values les plus importantes qui pourront être distribuées à nos associés. Donc on peut peut-être repréciser ça, c'est-à-dire que dès 2024, et ce sera le cas pour les années futures, on a un rendement qui va être composé du rendement immobilier du portefeuille, complété par de la plus-value. Donc on aura des bonnes nouvelles à vous annoncer dans les prochains jours. Maïtab en parlait sur une session qui est en train de se réaliser, qui nous permettra de distribuer de la plus-value, donc de compléter cette distribution, ce qui nous a permis en 2024 d'atteindre les 6%. Donc ça, c'est un complément qui est important et qui sera quelque chose de récurrent dans les années à venir. Donc en résumé, pour Paref-Exa, augmentation du taux de distribution, 6%, augmentation du dividende en euros, stabilité des valeurs, à état locatif égal, on va vers en tout cas une stabilisation désormais des valeurs du portefeuille et on entre aussi dans un nouveau cycle pour le label ISR. Tout à fait, et plus je rajouterais, on l'a mentionné, élargissement de la stratégie, on regarde beaucoup de nouveaux actifs. On n'est pas totalement fermé à rester sur la classe d'actifs bureaux, puisque nous, on est encore une fois en région spécifique, sur des petites lignes. Néanmoins, on regarde de plus en plus d'activités de logistique, d'hôtellerie. Il y a beaucoup d'activités en ce moment, donc on devrait pouvoir élargir la classe d'actifs qui est encore aujourd'hui essentiellement bureau pour Paref-Exa. Voilà pour Paref-Exa. On peut peut-être continuer sur la gamme de SCPI que vous connaissez, qui s'affiche d'ailleurs en haut de l'écran. On va parler de Paref Prima maintenant. Donc on parle toujours des SCPI de rendement, mais cette fois-ci nous voyageons en Europe et en premier lieu en Allemagne. Puisque vous le savez, Paref Prima, c'est le fruit de la fusion-absorption de Novapierre Allemagne 2 par Novapierre Allemagne. Donc c'est une opération qui a été votée par nos associés, que vous avez très largement d'ailleurs voté en 2024, qui a donné naissance à Paref Prima. Alors il est parfois moins utile de rappeler certains fonds qui ont plutôt un grand succès. Paref Prima, aujourd'hui, c'est la première capitalisation en matière de commerce essentiel. Je pense que c'est très important de le rappeler. Je pense que nous avons et nous gérons la première exposition de commerce essentiel. On y reviendra parce que c'est une classe d'actifs qui explique notamment
Pourquoi Paref Prima et l'ASCPI a très très grande exposition allemande, puisqu'on n'a que 2 actifs finalement aux Pays-Bas, et qui n'a pas accusé de baisse de prix de part en 2024. Alors, on a eu cette question de nos associés, puisqu'on vous a demandé de nous adresser vos questions d'ailleurs en amont, de nous poser la question pourquoi finalement c'est un fonds qui résistait mieux que ses voisins, que ses consoeurs, je dirais également allemandes, et avec une majorité du portefeuille en Allemagne. On le reverra, l'une des raisons majeures, c'est bien celle-ci. Et donc des actifs de commerce essentiels, donc tout ce qui est alimentaire, du it-yourself, bricolage et j'en passe. Une capitalisation qui s'approche du milliard d'euros. Donc si sur Paref Exa nous avions une capitalisation encore modérée qui permet d'aller viser certaines croissances, ici ce qu'on affiche avec Paref Prima, désormais, grâce à cette opération de fusion, grâce à ses fondamentaux, eh bien c'est un fonds qui est bien plus installé, qui encore plus se présente comme une SCPI bon père de famille de temps long, qui a moins de perspectives, et c'est naturel de voir son taux de distribution exploser à la hausse, mais qui, de la même manière, est extrêmement protecteur à la baisse. Je pense qu'Olivier y reviendra. Est-ce qu'on peut, de la même manière, revenir sur les fondamentaux qui font le succès aujourd'hui de Paref Prima ? Eh ben, tu t'en as parlé, hein, tout simplement, l'ADN pur de la SCPI et donc, se positionne sur des commerces essentiels. 70% des loyers sont issus de locataires du commerce essentiel. Donc, on a mentionné l'alimentaire, on a mentionné le do-it-yourself, le bricolage. C'est quelque chose de très important puisqu'on voit une stabilité des revenus et des cash flows et donc des dividendes pour les associés sur ce type de locataires. On l'a vécu pendant le Covid, ça commence à remonter un petit peu, mais dans chaque crise, on voit que ce sont les locataires qui résistent le mieux. Donc on approche le milliard de capitalisation avec... Alors on vous a mis les chiffres au 31/12/2024 avec 81 immeubles. On a déjà des bonnes nouvelles pour le début de l'année puisqu'on a cédé 2 immeubles il y a quelques semaines qui vont générer de la plus-value et qui permettront de distribuer sur l'année 2025. On y reviendra quand on parlera des performances. Mais voilà, l'ADN du fonds, c'est de se positionner et on est les seuls à le faire dans cette proportion-là en tout cas, sur des locataires très stables avec des WALB finalement qui sont bien plus élevés que ce qu'on peut connaître en France. Et donc ça se traduit aussi par la stabilité des performances. Alors on voit ici à l'écran, on est en augmentation. Donc c'est un fonds qui historiquement a maintenant 10 ans puisque est né de la fusion qui a eu lieu cette année, mais le premier cru de Novapierre Allemagne date de 2014. Et donc on atteint pour la première fois les 5% de taux de distribution, à la fois qui sont liés à un taux de distribution immobilier sur le portefeuille géré et une distribution également de plus-value sur 2024. Sur 2025, je l'ai déjà mentionné, il y a déjà des plus-values à distribuer puisqu'il y a des arbitrages qui ont été faits et il y en aura d'autres au cours de l'année. On a la chance aussi d'avoir une granularité qui nous permet d'arbitrer facilement. Et puis, on voit, au même titre qu'on en parlait sur Paref Exa, ce tunnel que l'on doit respecter de plus 10, moins 10% autour de la valeur de reconstitution. Finalement, une stabilité de la valeur de reconstitution par rapport à l'année dernière, c'est lié à la stabilité des valorisations. On le dit, on le répète tous les ans, c'est vrai qu'en Allemagne, on corrige plus rapidement que les autres pays européens, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et donc, quand on s'interroge sur certains marchés pour savoir si la baisse est derrière nous, en tout cas en Allemagne, sur cette catégorie d'actifs qui est le commerce, puisque le bureau, ce serait un peu différent, mais sur le commerce et dans la sous-catégorie des retail parks, des petits centres commerciaux qui sont notre ADN, on a une stabilité des valeurs et on espère bien pouvoir avoir des valeurs qui vont repartir à la hausse courant 2025. Tu as dit quelque chose d'essentiel que je repartage avec vous qui est très important parce qu'encore une fois nous reviendrons tout à l'heure sur des questions qui nous ont été transmises, donc on répondra à vos questions tout à l'heure. Encore une fois, si Paref Prima n'a pas eu de baisse de valeur aussi importante que nos confrères, que nos consoeurs exposés en Allemagne, c'est vraiment pour cette raison. On nous pose souvent la question s'il y a un point commun entre ces SCPI dont le prix de part a baissé. Il y a un point de commun que tu as souligné, mais qui est très important que tout le monde comprenne, c'est l'exposition aux actifs de bureaux et de très grandes superficies, et généralement en périphérie de ville. C'est la classe d'actifs qui a majoritairement eu des plus importantes baisses en valeur, lorsque effectivement le commerce reste très transacté aujourd'hui en Allemagne, notamment
commerce essentiel. Et donc, c'est l'une des raisons de tenue du portefeuille. J'en ajoute une deuxième, c'est d'avoir su maîtriser, je dirais, la collecte en 2021, puisqu'on n'a pas acheté sur un pic de marché. Rappelons à chacun que nous avions fait le choix de suspendre la collecte une grosse partie du début de l'année 2021, ce qui a énormément préservé les valeurs en portefeuille parce qu'on estimait à l'époque que le marché était complètement irrationnel. Donc on a un embarqué qui a à la fois des bons fondamentaux parce qu'une classe d'actifs qui résiste, et puis par ailleurs, on n'a pas acheté sur un pic de marché, en tout cas celui qui nous semblait le plus important. Je rajoute que le commerce également a souffert, mais les centres commerciaux de grande taille, ce qu'on appelle le high street aussi a fortement souffert, mais dans la sous-catégorie du commerce qui est les retail parks avec des locomotives alimentaires sur des petits centres commerciaux, c'est là qu'on a vu, en tout cas en ce moment, une certaine stabilité. Ça a baissé depuis 2 ans, mais de façon bien plus modérée que la classe d'actifs commerce, qui elle-même a été de façon très très modérée par rapport à la classe d'actifs bureaux. Vous l'avez compris, de la même manière, des bonnes nouvelles sur Paref Prima, à la fois au travers de son taux de distribution et les prévisionnels que nous avons. Donc un bel avenir qui se dessine aujourd'hui pour cette SCPI. Paref Evo, on continue dans la gamme des fonds dont la stratégie d'investissement a évolué, soit en raison de fusion-absorption, on l'a vu avec Prima, soit en raison d'évolution de la stratégie d'investissement avec Exa. Paref Evo est le nouveau nom d'Interpierre Europe Centrale. Interpierre Europe Centrale a été lancé, pour rappel, en 2021, sur des fondamentaux finalement assez différents de ceux que nous voyons aujourd'hui pondre le bout de leur nez sur le marché avec ces SCPI nouvelles qui se lancent. Et finalement, c'est notre nouvelle SCPI. Interpierre Europe Centrale avait une stratégie qui était extrêmement thématique, Pologne, République tchèque, Hongrie. Aujourd'hui, nous avons des actifs polonais et nous avions acquis pour le compte de la SCPI, pour finalement votre compte et investir l'épargne qui nous avait été confiée, qui est un peu plus de 40 millions d'euros, globalement 45 millions d'euros, sur des actifs de grande qualité, bureaux locaux d'activité logistique, qui avaient tous ce point commun d'être relativement centraux, sous votre contrôle plutôt prime, core, globalement pour chacun d'entre eux, des locataires de renom. Et aujourd'hui est venu le moment finalement de commencer à diversifier le portefeuille, aller peut-être sur d'autres territoires européens, aller voir ailleurs. Et donc Paref Evo se présente aujourd'hui comme une SCPI plus diversifiée et qui aura vocation à aller finalement au-delà de ce qui était sa stratégie initiale. Est-ce qu'on peut de la même manière redécrire ce qu'on a fait pour cette SCPI ? Alors oui, effectivement, Mathieu, comme tu viens de le mentionner, donc Paref Evo dispose d'un portefeuille très qualitatif, donc 5 actifs core récents qui ont été livrés récemment, des locataires de qualité, avec un taux d'occupation de 94%. C'est un petit fonds qui dispose également de fondamentaux financiers solides, pas seulement immobiliers. On voit le taux d'endettement qui est à 0, donc c'est une SCPI qui n'est pas endettée. Toute acquisition, même d'un petit volume, aura un effet relutif sur la performance de ce fonds. Et comme on peut le voir, comme on va le voir, avec un taux de distribution qui est en évolution, en progression par rapport à 2023, on atteint 6% cette année, une valorisation du portefeuille qui se stabilise et qui est reflétée à travers la variation qui est inférieure à 2% entre 2023 et 2024 de la valeur de reconstitution. Et donc nos objectifs pour 2025, c'est comme sur Exa de consolider la performance locative pour maintenir le taux de distribution et la performance du fonds dans la durée. C'est également se positionner de manière opportuniste sur des actifs en dehors de la Pologne. D'ailleurs, on constate depuis le Q4 2024 que le pipeline est plus dynamique. On a d'ailleurs plusieurs opportunités à l'étude, mais on garde quand même une approche très sélective parce que notre objectif, c'est de chercher la performance aujourd'hui, mais c'est aussi une performance durable à moyen long terme. Donc finalement, si on résume, Paref Evo aujourd'hui, ce sont des fondamentaux immobiliers extrêmement solides, par des actifs très qualitatifs, une diversification qui arrive. Tu évoquais un taux d'endettement à 0%, ça c'est très important de bien le comprendre, puisque ce n'était pas le cas il y a encore 3 mois. Le choix qui a été fait de rembourser de la dette avec de la collecte, parce qu'une dette qui était coûteuse. D'ailleurs, alors c'est un petit peu dans le désordre, mais c'est aussi la richesse de ces légers différés. On ne l'a pas évoqué, mais le coût de la dette sur Exa et sur Prima était faible. Sous votre contrôle, encore une fois, un peu plus de 3% sur Exa, à peine plus de 2% sur Prima. Donc les taux d'endettement sont finalement, peuvent sembler je dirais élevé, mais la dette est très maîtrisée au travers de ces échéances
et des taux d'endettement moyens sur les fonds, lorsque sur Evo, elle commençait à coûter un petit peu plus cher. C'est pour ça que vous avez fait le choix de rembourser la dette, et donc on démarre 2025 avec un endettement qui est finalement à zéro. Peut-être un point à rajouter également, il me semble qu'il y a un travail en cours, peut-être que tu peux le décrire Olivier, sur la différence entre le brut et le net. On ne l'a pas précisé sur Prima, mais allons sur ce terrain, mais qui fait l'exception, je dirais, de Prima sur le marché des SCPI, qui ne la fait pas encore sur Evo, mais qui est un travail en cours, en tout cas au sein de la société de gestion. Pour rappel, les taux de distribution qui s'affichent à l'écran sont des taux de distribution bruts. Donc ce n'est pas ce que vous touchez sur vos comptes bancaires. Et vous savez à quel point, chez Paref Gestion, on a le souci d'une totale transparence, et on a toujours milité pour dire, finalement, le plus important, c'est le net, parce que c'est à partir du net, d'abord, que vous calculez votre fiscalité, et c'est le net que vous touchez finalement sur votre compte bancaire. Prima fait figure d'exception sur le marché des SCPI, puisque le brut qui s'affiche aujourd'hui, le taux de distribution qui est à 5%, reflète en réalité un taux de distribution net à 4,80%. Pour le dire différemment, lorsque vous avez une performance de 4,80% net sur Paref Prima, il faudrait trouver un fonds concurrent qui offre un minima un taux de distribution à 6 points si on considère que les fiscalités au-delà finalement de l'Allemagne sont généralement de l'ordre de 15 à un peu plus de 20%. Donc Prima finalement peut se comparer à d'autres SCPI européennes dont le taux de distribution est supérieur à 6%. La réalité est véritablement celle-là. Et on pourra la redécrire avec chacun de vous. N'hésitez surtout pas, on est à vos dispositions avec toute l'équipe associée. Paref Evo est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on frôle le 4,99%, allez, disons 5% net, ce qui est un différentiel avec le brut un peu plus important. Alors, Olivier, c'est de la structuration immobilière. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on n'a pas forcément ici le même avantage que ce que nous avons sur Paref Prima? Alors, tous les pays européens sont différents. Donc, il y a deux éléments en fait, dans le calcul de l'impôt. Il y a le taux d'imposition qui dépend donc d'un pays en particulier. Et l'Allemagne a un taux d'imposition le plus faible d'Europe. Et le deuxième élément, il est un peu plus technique et purement comptable, c'est la possibilité en fait d'amortir les actifs et donc d'avoir une base fiscale sur laquelle on calcule l'impôt qui est bien inférieure. Et donc, tu le mentionnais, la différence entre le brut et le net sur un Paref Prima, il varie d'une année à l'autre, mais il est aux alentours de 5 à 7%, ce qui est extrêmement faible et unique par rapport à ce qu'on pourrait payer dans d'autres pays européens. Donc ça, c'est vraiment une particularité, une force de Paref Prima qui ne se retrouve nulle part ailleurs. Sur Paref Evo, il y a des sujets de structuration en cours qui permettront d'améliorer cette différence entre le brut et le net. On aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines et les prochains mois. L'idée de la diversification est également aussi pour aller chercher un avantage fiscal un peu plus intéressant dans d'autres pays, d'aller chercher des actifs avec des rendements aussi qui permettent qui soient très relutifs sur un portefeuille qui, comme l'a rappelé Maëtab, est finalement très jeune et très petit. On a juste 40 millions aujourd'hui. Et donc, je reboucle avec le taux d'endettement. 0%, ça veut dire que c'est un outil de gestion qui est très fort et très important pour nous permettre de nous réendetter au meilleur moment sur le long terme pour permettre de bénéficier d'un effet de levier finalement très positif. Donc, Paref Evo, vous l'aurez compris, bénéficie pleinement finalement de sa plus petite capitalisation, donc avec un très fort potentiel aujourd'hui de croissance. On poursuit. De la même manière, l'idée c'est de répondre à vos questions en fin d'exercice, et puis par ailleurs, au-delà d'ailleurs même de ce webinaire, à chacun de vous. Passons à deux SCPI, on l'évoquait tout à l'heure, qui, elles, n'ont pas fait l'objet d'évolutions stratégiques en matière d'investissement. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait évoluer la stratégie d'investissement de Novapien 1 et Novapien Résidentiel. La raison, on l'introduisait tout à l'heure, est infiniment liée au fait que nous avons des parts en attente de retrait sur ces fonds qui méritent qu'on en fasse la priorité, finalement, qu'on travaille sur la liquidité de ces deux SCPI. Et ces parts en attente de retrait sont liées aux chiffres que vous découvrez de porteurs institutionnels, puisque majoritairement sur les deux SCPI, alors on va le redécrire,
et de manière déséquilibrée d'ailleurs, ce sont des porteurs institutionnels qui ont initié un mouvement de sortie. C'est un constat de marché, mais qui a touché également Novapir 1 comme Novapir Résidentiel. Ici, nous avons un peu moins de 40% d'exposition institutionnelle. Donc, ce sont des assureurs, ce sont des OPC grand public, ce sont quelques SC de la place, pas les plus décriés, mais finalement une grande diversité de porteurs institutionnels aujourd'hui au sein du fonds. Donc, ça explique pourquoi finalement nous n'avons pas encore fait évoluer la stratégie du fonds, parce que la priorité doit être donnée à relancer la liquidité. On le verra, pour autant, pour Novapir 1, la performance est extrêmement positive en 2024. C'est un fonds qui a de très bons fondamentaux. On peut les rappeler très brièvement, lancé un peu avant 2000, en 1999. Aujourd'hui, 180 millions d'euros de capitalisation, des commerces qui, de la même manière, sous votre contrôle, sont à un tiers des pieds d'immeubles extrêmement centraux, donc extrêmement qualitatifs également, une bonne granularité du patrimoine. De la même manière, est-ce qu'on peut redécrire ce qui fait la qualité de Novapir 1 aujourd'hui ? Donc, comme tu l'évoquais Mathieu, Novapir 1 va se positionner sur des actifs dans des zones commerciales dynamiques. Donc on va aller chercher la résilience et le dynamisme du commerce de proximité. Donc malgré le sujet de liquidité que tu évoquais, le portefeuille immobilier se base sur de très bons fondamentaux. On a un taux d'occupation légèrement supérieur à 90%, une granularité, donc 122 actifs. On a un plan de rotation stratégique qui s'est très bien déroulé, avec des ventes à un prix supérieur aux valeurs d'expertise, en moyenne 2,5% supérieur aux valeurs d'expertise, ce qui nous a permis de dégager des plus-values qui seront distribuées en partie en 2024 et dans les années à venir, donc ce qui contribue aussi à maintenir la performance, le taux de distribution du fonds sur les années à venir. On peut peut-être préciser que donc, ces ventes qui ont été faites au-delà des valeurs d'expertise, 2,5% au-dessus, ce qui est déjà une très bonne chose, mais on a des plus-values qui sont encore plus importantes, puisque tu l'as mentionné, c'est un fonds qui date de 1999, donc sur l'écart avec finalement la valeur comptable sur laquelle est calculée la plus-value, on a des écarts qui sont bien plus importants. Qui nous permettent donc d'avoir des plus-values très intéressantes et un stock de plus-values très intéressantes qui pourra être distribué dans les années futures. Dans les années futures, également lorsque nous aurons géré finalement les départs en attente de retrait sur le fonds, ça a été, on va revenir dessus, le redécrire ensemble, finalement ce qui a constitué un très très gros travail des équipes en 2024, doter Novapir 1 et Novapir Résidentiel des outils nécessaires finalement à leur liquidité. Parce que la question qu'il est possible que vous posiez est, finalement, vous nous parlez de sujets de liquidité, ça a été l'objet de votre gestion, qu'avez-vous fait ? La réalité, c'est que vous l'avez certainement en tête puisque vous l'avez voté. Nos associés ont voté très majoritairement à, on pourrait le dire de cette manière, la création de deux outils. Deux outils dont on peut le préciser, n'existent pas sur le marché aujourd'hui. On est les premiers à les mettre en place. Donc finalement, encore une fois, une agilité des équipes et un vote positif de nos associés et un accueil positif de nos associés puisque les notes d'information en sont aujourd'hui dotées. Et ces deux outils sont les suivants. Le premier, on le sait, quand un fonds a des sujets de liquidité, on peut doter ce qu'on appelle un fonds de remboursement. Ce fonds de remboursement, on le dote avec les actifs que nous cédons et finalement ça permet de faire sortir nos associés. Sauf que c'est limité finalement à l'ordre du carnet d'ordre. Donc on doit suivre malgré tout la chronologie d'arrivée des demandes et telle qu'elle se présente dans le carnet d'ordre. Nous avons discuté avec l'autorité des marchés financiers assez régulièrement début 2024 et nous avons eu un avis plutôt favorable à vous proposer la mesure suivante qui était de dire nous limitons l'accès au fonds de remboursement à un nombre de parts par associé. On le dit différemment, lorsque vous avez, et c'était notre cas, un carnet d'ordre au sein duquel il y avait des acteurs institutionnels qui représentaient des milliers de parts en attente de retrait et qui empêchaient d'atteindre la personne physique, certainement vous, qui pouviez avoir un besoin de sortie, eh bien aujourd'hui nous pouvons passer par-dessus, puisque ces acteurs institutionnels, eux aussi, se voient limiter l'accès au fonds de remboursement à un nombre de parts. En l'occurrence, c'était 70 parts pour Novapir 1, et on reviendra sur Novapir Résidentiel, 16 parts. Ça, c'est le premier outil, très important. Peut-être important de préciser que ces outils de liquidité, et tu as mentionné également tout à l'heure le fait d'avoir un agrément de la société pour potentiellement limiter l'arrivée de très gros porteurs d'institutionnels. La totalité de ces mesures ont été répliquées sur la totalité des fonds de la gamme.
Et certains fonds n'en avaient absolument pas besoin, puisqu'ils n'étaient pas dans un cycle particulier avec des problèmes de liquidité. Mais on a essayé de répliquer ça sur toute la gamme, et ça a été très bien accueilli et très favorablement voté par l'ensemble des associés, qui nous permettra d'avoir ces outils à disposition le cas échéant. Donc premier outil, dotation du fonds de remboursement, mais proposition du fonds de remboursement à un nombre limité de parts. Le deuxième outil, dont tous nos fonds sont dotés, alors on n'en est pas là sur Novapir 1, ce sera différent sur Novapir résidentiel, on va en parler, capacité de suspendre la variabilité du capital. En deux mots, cela veut dire passer temporairement à ce qu'on appelle un marché de gré à gré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les SCPI que vous voyez à l'écran sont à capital variable, donc elles répondent à, finalement, c'est la société de gestion qui fait la liquidité avec un prix de souscription et un prix d'une valeur de retrait. Suspendre temporairement la variabilité pourrait emporter demain la possibilité de créer un marché de gré à gré qui viserait aussi à responsabiliser les porteurs institutionnels dans leur velléité de sortir des fonds. Encore une fois, on n'en est pas là sur Novapir 1, qui par ailleurs a de bons fondamentaux, un nombre de parts en attente plus faible que Novapir résidentiel, on est à un peu plus de 10%, mais on a largement la possibilité par les cessions en cours, par les dotations de fonds de remboursement, de voir diminuer ce taux de parts en attente, et puis de maintenir la performance qu'on évoquait, donc 5% de taux de distribution, augmentation du dividende depuis 2020, 2021 figure relativement d'exception, puisqu'en réalité, ce sont des provisions qui ont été annulées sur des loyers qui ont finalement été payés au titre de l'année 2020 et des événements Covid. Donc la courbe est croissante et il faut omettre 2021. Ce sont des récupérations de provisions puisque le loyer payé. Voilà, pour le dire très différemment. Stabilité des valeurs, on le voit, un prix de part à 442 euros et une valeur de reconstitution à 444,24 euros. Donc finalement, de très très bons fondamentaux. Et aujourd'hui, donc pour 2025, les projets poursuivre le point d'arbitrage que vous décriviez, maintenir ce taux de distribution et puis verser de la plus-value à nos associés. Novapir résidentiel. Alors, nous quittons l'univers des SCPI de rendement. Vous le savez, Novapir résidentiel est une SCPI de capitalisation. Alors pour ceux qui seraient peut-être moins familiers de ces SCPI, parce qu'il y en a finalement assez peu sur le marché, on les compte à peine sur le doigt d'une main, et peut-être même la moitié d'une main, une SCPI de capitalisation n'a pas vocation à distribuer un revenu régulier, elle n'a pas vocation à percevoir un revenu de ses locataires et à le redistribuer. Une SCPI de capitalisation, sa vocation est d'acheter des actifs décotés. C'était historiquement des lois de 48, le nom d'ailleurs qui précédait Novapir résidentiel était Pierre 48, ça peut être de la nue propriété, et au fur et à mesure des reconstitutions de valeur liées finalement aux extinctions d'usufruit, voir le prix de sa part augmenter, et donc la performance historique de Novapir résidentiel s'est fait sur deux composantes. La première, une revalorisation du prix de part, et puis la seconde, des versements de plus-value. Avant de réévoquer ces performances, puisque de la même manière, une des questions que vous nous avez largement posées est de savoir quand on allait verser des plus-values, donc on va y répondre, et la réponse est très actuelle et positive, et bien peut-être de la même manière réévoquer le sujet liquidité. Aujourd'hui, les parts en attente de retrait représentent un petit peu plus de 20% de la capitalisation. De la même manière, c'est très lié aux porteurs institutionnels qui ont demandé à sortir du fonds à partir de la mi-2023. Porteurs institutionnels qui représentent un petit peu moins de 36% de la capitalisation du fonds. Ils sont très majoritaires dans le carnet, puisque c'est quasiment 80% du carnet d'ordre, ce qui est largement supérieur à Novapir 1, et donc positionne Novapir résidentiel dans une posture différente, un peu plus, on l'a dit, de parts en attente, davantage finalement d'acteurs institutionnels au sein du carnet d'ordre, et donc là nous sommes sur une étape peut-être un peu plus avancée finalement, puisque nous avons déjà proposé le fonds de remboursement à nos associés pour 16 parts au maximum par associé. Je pense que c'est important de rappeler ce portefeuille très parisien. Effectivement, c'est un portefeuille très parisien, très diffus. Donc, on a 668 appartements au sein de ce portefeuille. Un stock de plus-value très important. On parle de 19 millions au 31-12. Un plan d'arbitrage qui est un peu long, mais c'est lié à l'actif, à la granularité et à la classe d'actifs en question. On sait très bien que le marché résidentiel a beaucoup souffert ces 2 dernières années, avec un accès difficile au crédit. Donc c'est un plan d'arbitrage de 32 millions. Il y a 9 ou 10 millions qui ont été réalisés en 2024 et on a déjà 9 millions
qui sont engagés sur 2025, ce qui va nous permettre, si on suspend la variabilité du capital, les plus-values de cession seront évidemment distribuées aux associés. Donc pour que finalement les qualités du portefeuille, ces fameux 700 appartements parisiens, rendent un petit peu plus longue le plan d'arbitrage, mais qui est assez important et qui est en cours, si on comprend bien, et qui est générateur de plus-value aussi pour les associés. Qui est en cours et en fait qui est construit pour permettre de générer le plus de plus-value. Donc sans rentrer dans les détails, en fonction de la durée de détention, on est fiscalisé de façon différente. Donc on essaie de faire un mix entre les actifs qui sont mûrs, qui sont libérés. On ne gère pas forcément le timing de libération, évidemment, sur des lois 48 notamment. Donc on a ce plan d'arbitrage qui a pris un peu plus de temps lié à la nature, comme le rappelait Maïtab, du résidentiel, et un plan d'arbitrage qui va être bien plus conséquent également dans les mois à venir pour permettre de générer ces plus-values dans un marché qui est en train de repartir. Et puis également de rembourser la dette au niveau du fonds. Et puisqu'on parle de plus-value, c'est ce qu'on voit en haut de l'écran, donc une plus-value qui va être versée aux associés, 20 € par part au titre de l'année 2024. Peut-être un mot, puisque c'est très lié. On parle de versement de plus-value, vous avez été habitué à avoir la possibilité de réinvestir ces plus-values de manière favorable au sein du fonds. Et nous avons tout à l'heure évoqué la possibilité de suspendre la variabilité du capital, qui créerait finalement un marché nouveau avec une valorisation qui aujourd'hui nous échappe puisqu'elle serait décidée d'une part par les vendeurs et d'autre part par les acheteurs. Et donc c'est un marché qui se trouverait. Au moment où on se voit, nous avons encore cette légère incertitude de savoir si nous allons vous offrir ou non la possibilité de réinvestir cette plus-value. Ça va se faire dans les jours à venir et vous allons très rapidement communiquer avec vous. Et la raison est très simple, c'est que réinvestir peut se faire dès lors qu'on a un prix de souscription et une commission de souscription qui permet de rendre favorable l'entrée sur le fonds. Ce n'est pas possible si jamais c'est un marché de gré à gré sur lequel c'est à l'acheteur de se positionner et finalement de positionner un ordre d'achat. Donc finalement la bonne nouvelle, c'est qu'on va renouer progressivement avec des versements de plus-value. Ça démarre en février 2025, 20 € par part, 1,20% qui vont vous être versés et vous allez très rapidement recevoir une communication sur la possibilité ou non de réinvestir selon finalement si nous allons vers la suspension de variabilité du capital. Ce qui est le fruit de l'interrogation du fait qu'on ne sait pas encore si nous allons décider cette suspension, c'est finalement les discussions que nous avons avec les acteurs institutionnels qui sont présents dans le carnet et qui finalement, si demain ils retiraient leur ordre, verraient un carnet d'ordre diminuer totalement radicalement. Et cet outil qui est très positif parce qu'il recrée de la liquidité ne serait plus nécessaire et on pourrait simplement utiliser le fonds de remboursement pour redonner de la liquidité au fonds. Donc ce sont deux outils très pratiques mais qu'on n'utiliserait pas de la même manière si demain le carnet d'ordre venait à diminuer finalement radicalement. Ça nous communiquerons très rapidement auprès de vous. Olivier, oui. Peut-être juste pour repréciser, on parlait de versement de plus-value, donc 20 € par part pour 2024. On a engagé un plan d'arbitrage conséquent sur 2025. On a des bonnes nouvelles puisqu'on a des promesses qui sont déjà signées, mais donc on ne peut rien annoncer sur le versement de plus-value en 2025, mais on a des objectifs de versement bien plus importants que ceux qui ont été faits cette année et qui seraient en ligne avec ce qui se faisait d'ailleurs ces 3-4 dernières années. C'est lié notamment à, on en a parlé d'un point de vue macroéconomique, l'accès au crédit qui est facilité pour les particuliers puisqu'on a finalement des appartements, donc entre la promesse et puis la vente chez le notaire, il peut se passer beaucoup de choses et on a eu beaucoup de décalage. Donc on a eu des bonnes nouvelles là dès le début de l'année qui devraient se concrétiser par des ventes effectives et donc pour les associés par des versements de plus-value courant 2025. Alors vous l'avez compris, l'exercice auquel on se prête aujourd'hui ne permet pas de répondre finalement à toutes les questions que vous vous posez certainement. Vous aurez la possibilité d'en envoyer. Par contre, lorsque vous avez reçu cette invitation, vous aviez la possibilité de nous transmettre des questions et c'est la partie que nous allons aborder maintenant. Alors on se retrouve sur cette finalement dernière séquence. Vous nous aviez fait parvenir des questions en amont de cette réalisation pour pallier aux légers différés, qu'on puisse y répondre. De ce que nous avons finalement et de ce qui m'a été transmis là, tous les thèmes ne sont pas abordés. Donc vous aurez la possibilité encore une fois de vous adresser au service associé. On répondra à chacune des questions que vous vous posez. Je les prends relativement dans le désordre. On a Jean-Jacques sur Novapia 1 qui nous dit « Bonjour, j'ai investi dans Novapia 1 en 2021 pour un montant de 208 624 €. C'est très précis, capital de 187 761,60 €. Le prix de la part reste constant depuis plusieurs années. Pourquoi
pas d'évolution des versements pour compenser l'inflation. Donc Jean-Jacques est investi en 2021 sur Novapia 1. Il se pose la question de l'évolution du prix de part. On avait évoqué 440 à 442, pour autant, pas forcément le bon momentum pour faire évoluer le prix de part. C'est lié au timing, tout simplement. Donc 2021, on venait de sortir de cette fourchette, cette fameuse fourchette de moins 10 plus 10 autour de la valeur de reconstitution. On s'était remis légèrement dans la fourchette en 2021. 2022 et donc du coup le marché immobilier fait que les dernières années on a quand même eu une baisse de la valeur immobilière, même si c'est un portefeuille qui a bien résisté, et donc aujourd'hui on est encore en décote, en très légère décote par rapport à la valeur de reconstitution. Donc il n'y avait pas les éléments pour augmenter le prix de part, mais c'est quelque chose qu'on pourra évidemment étudier quand le marché repartira à la hausse. On a beaucoup de questions, énormément sur Novapia résidentiel, forcément c'était le dernier focus. Donc dans le désordre, nous avons Yvon, Philippe, Laurent, Michel, Emmanuel, Bernard, Marie-Jeanne, Bruno, qui interrogent énormément sur la liquidité, sur finalement le plan d'arbitrage, sur les plus-values. Est-ce qu'en 2 mots on peut rappeler, malgré tout, combien sur le plan d'arbitrage et qu'est-il prévu en termes de plus-value? Très rapidement. Les plus-values 2024, on l'a mentionné, 20 € par part. En 2025, on a l'ambition de faire plus. C'est très difficile de s'engager sur un montant précis puisqu'il va dépendre d'un plan d'arbitrage. Je le mentionnais tout à l'heure, on a quand même eu des bonnes nouvelles et des signatures de promesses importantes en début d'année. Donc on devrait retrouver les niveaux qu'ont été les versements de plus-value des dernières années. Après, je crois que la première partie de la question, c'était sur la liquidité. Donc aujourd'hui, effectivement, on a quasiment 70 millions en attente de retrait qui sont finalement, pour 80% des institutionnels, à peine 7 institutionnels qui représentent 80% de ces demandes de retrait. Donc les évolutions, en fonction ou non de la suspension de la variabilité du capital, permettront de sortir soit via un fonds de remboursement, soit via un marché secondaire. On rappelle, puisqu'on a souvent la question, donc c'est important de le rappeler, on n'a pas la possibilité aujourd'hui d'avoir à la fois un marché secondaire et un marché secondaire, donc c'est soit l'un soit l'autre. On verra dans les prochains jours et prochaines semaines. On a une question sur Parefexa. Quel type d'actifs allez-vous acheter? Bruno nous interroge. Du bureau à décote, point d'interrogation. On n'est pas fermé sur le bureau, puisqu'on a une particularité, on l'avait mentionné, en région, des bureaux de petite taille, donc on continue de regarder ces dossiers, mais c'est vrai qu'on est plus attentif aujourd'hui sur de l'activité logistique, de l'hôtellerie, sur d'autres types d'actifs, maintenant qu'on a la possibilité de le faire via l'élargissement de la politique d'investissement. Alors, nous avons également des questions sur Paref Prima. Alors, je les lis toutes. Didier, Jacques, Emmanuel et Yuri. Vos IFU sont bien faits, mais quelle galère la déclaration d'impôt chaque année? On va essayer d'y revenir. Quelle acquisition récente et à venir pour Novapir Allemagne? Pouvez-vous en parler? Vous allez perdre l'avantage fiscal 30% en Europe. Y a-t-il des contraintes de rénovation énergétique sur des actifs en portefeuille? Alors ça fait pas mal de sujets. Peut-être commencer, moi je prends la première sur les IFU. Effectivement, c'est pas si simple de déclarer chaque année. On essaie de rendre la chose la plus simple possible pour vous. Malgré tout, on vous encourage évidemment à bien suivre les cases dans lesquelles on vous indique où renseigner finalement votre revenu, parce que c'est ce qui vous permet de bénéficier de la fiscalité, encore une fois, sur Paref Prima, qui est unique sur son marché. On le rappelle, quand on parle du net, on a un net qui est comparable à des plus de 6 de taux de distribution chez nos confrères. Et ce net est un retraité de 8 à 15% d'impôt sur le revenu par le porteur de part. Donc c'est très avantageux et encore une fois, on va le maintenir. Mais ça va en lien avec la deuxième question. Vous allez perdre votre avantage fiscal de 30% en Europe. Les actifs que tu regardes en ce moment, c'est vraiment de l'Allemagne notamment, avec pour but de maintenir finalement cet avantage pour le porteur. Oui, tout à fait. On l'a mentionné tout à l'heure. C'est le seul fonds à avoir un écart entre le brut et net qui est extrêmement faible, entre 5 et 7% en fonction des années. Et donc, pour deux raisons, le taux d'imposition qui est bas et une base taxable qui est également très basse. Après, il y avait une question sur les prochaines acquisitions. Exactement. Donc, on a une année 2024 assez calme. Je le rappelais en introduction, les volumes ont fortement augmenté, ont repris au 4e trimestre en Allemagne, bien plus qu'en France d'ailleurs, et sur la classe d'actifs commerce. On a aujourd'hui plusieurs actifs sur lesquels on est en exclu ou en discussion pour obtenir l'exclusivité, donc c'est très difficile
de donner plus de détails sans avoir la certitude que ces transactions vont se faire, mais en tout cas, on a un pipeline qui commence à devenir intéressant, toujours sur la même stratégie, avec les mêmes fondamentaux, des commerces essentiels, des WALB très importantes, puisque les actifs que j'ai en tête, on a des WALB de 10 ans. Donc vraiment des actifs qui sont l'ADN du fonds Paref Prima. Rénovation énergétique sur les actifs ? Rénovation énergétique, on a des mesures ESG et un plan ESG très concret en fait sur l'ensemble du portefeuille. C'est difficile de prendre un exemple concret puisque à chaque fois qu'il y a des rénovations à faire, on se pose la question de comment améliorer les actifs, la facture d'électricité du locataire, on est un fonds qui est classé article 8 selon la réglementation SFDR en lien avec la taxonomie européenne. Donc à chaque fois qu'on fait des travaux, on se pose ces questions. Donc ça va de mesures assez basiques comme le remplacement des luminaires, les toitures, les gros équipements pour la plupart. Donc c'est difficile d'isoler un seul actif. C'est quelque chose qui est pris en compte sur la totalité du portefeuille. Et alors on prend une dernière question parce que lorsqu'on les parcourt, à la fois les récentes et celles qui nous ont été transmises en avant, il me semble qu'on a abordé énormément de sujets pendant cet échange. Une dernière question, je ne sais pas de quel fonds il s'agit, de Nicolas qui nous demande, peut-on s'attendre à une revalorisation de part en 2025 ? On est un peu tôt dans l'année en fait pour avoir des certitudes. Il faut rester quand même humble par rapport à un marché dont on pense que le plus gros de la crise, bien évidemment, est derrière nous. Néanmoins, ça va être lié aux expertises. Donc on a eu des bonnes nouvelles sur le deuxième semestre 2024. On espère que ça va repartir à la hausse. Il ne peut pas y avoir de revalorisation de part s'il n'y a pas une augmentation de la valeur immobilière de nos biens. Et ça dépendra également, fonds par fonds, de ce tunnel dont on parlait de moins 10, plus 10 autour de la valeur de reconstitution. Bon. Et toutes les questions relatives à la gestion, relatives à vos extranets, parce que j'en ai distingué un certain nombre, on va les garder et l'équipe va vous répondre par email à la suite de cet événement. En tout cas, un grand merci à tous d'avoir été présents. Vous l'avez compris, plutôt de bonnes nouvelles, des prévisionnels dans la cible de ce que nous vous proposions en début d'année, stabilisation des valeurs, et nous continuons à œuvrer avec cette priorité qu'on se donnait, de travailler sur la performance finalement des fonds que nous avons à la gamme. Donc on était très heureux de passer ce moment avec vous et toute l'équipe est à votre disposition par ailleurs. Merci à tous et nous allons laisser le mot de la fin à Karine. Merci beaucoup Mathieu, Maïtad et Olivier pour ces précisions importantes. Je vous propose maintenant une synthèse en 4 points. Alors vous l'avez compris, l'immobilier tertiaire a toute sa place dans le patrimoine des épargnants grâce à sa capacité à générer des revenus réguliers. Avec son expertise éprouvée, Paref Gestion démontre son savoir-faire en la matière avec des performances conformes aux objectifs d'une SCPI sur le moyen et long terme. Forte de 30 ans d'existence et de 2,6 milliards d'euros sous gestion, Paref Gestion s'impose comme une maison historique solide. Aucune baisse de prix de part, preuve de sa résilience et de sa gestion rigoureuse. Enfin, Paref Gestion se distingue en intégrant les opportunités du marché dans ses fonds historiques, plaçant ainsi les actionnaires historiques au cœur de sa stratégie. Merci encore à nos invités du jour. Merci à vous pour votre présence aujourd'hui et vos échanges enrichissants. Abonnez-vous à la page YouTube Paref Gestion pour suivre toute l'actualité de Paref Gestion. À très bientôt.